Donc du coup, on va sur Internet, on tape Wireshark. Je dis pas que ça soit le seul, mais c'est un qui est dans ceux qui sont les plus couramment utilisés. Donc on va dans les téléchargements, on prend la version 64 installeur. Oui, installez-le en même temps, comme ça. Ah, vous l'avez déjà installé? D'accord. Bah, je savais pas si vous avez fait une démo. Du coup. Ok. Est-ce que je l'ai bien installé sur cette machine? Oui. Donc, après, oui, toi, je sais pas exactement quel niveau tu l'utilises. Là, je vais pas forcément aller dans les trucs très loin. Hmm. Donc bon, là, c'est plutôt toi qui m'apprendrais éventuellement des trucs. Ouais, non mais voilà, c'est pour montrer les bases, comment ça peut fonctionner, les filtres quelques filtres de base pour filtrer avec filtrer des protocoles, des choses comme ça, filtrer des adresses IP. Donc voilà, normalement, si vous lancez, vous tombez sur cette interface-là, où il vous montre les différentes cartes réseau, et vous pouvez voir aussi le trafic actuel sur ces différentes cartes réseau. Même déjà sans rentrer dedans, on peut voir quelle interface a du trafic ou pas. Donc là, ben, après, on va choisir celle qu'on veut analyser. Donc si on prend l'Ethernet, ben, on va analyser l'Ethernet, le trafic de notre machine directement. Le VMnet 8, c'est un autre de VMware. Le VMnet 2, ça va être mon NAT. Donc par exemple, je peux aller dessus. Donc là, je vais aller sur celui-là. Je vais faire non, avant ça, par contre, il y a un truc à faire. On va aller dans éditer. Non, pardon. Dans capture, option de capture. Donc ici, on retrouve les différentes interfaces. On retrouve également un élément qu'on ne voyait pas tout à l'heure, ce qui est appelé la promiscuité. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça ou pas, ou si c'était vraiment juste une démo. Du coup, la promiscuité, en fait, si c'est activé, la carte réseau va arriver à intercepter et voir un peu du trafic qui passe à côté d'elle, qui passe pas forcément directement à travers la carte réseau. Elle va surveiller un peu, elle va voir un peu plus largement des informations. Si on l'enlève, du coup, on aura moins de paquets, mais ils seront plus centrés vraiment sur la carte. C'est vraiment les éléments qui traversent la carte réseau eux-mêmes qu'on verra. Donc, ça permet de faire déjà un premier filtre d'éléments. Bon, ici, du coup, je vais le laisser. Mais ce qui nous intéresse, c'est la sortie. La sortie, parce que du coup, si on laisse tourner le Wireshark pendant 2 heures sans avoir spécialement de filtre de base et tout, bah, vous pouvez vous retrouver rapidement avec un fichier d'1 ou 2 gigas si vous l'enregistrez, quoi. Et donc après, à analyser, c'est plus compliqué parce que ça va mettre du temps à faire les filtres et tout. Donc c'est pour ça que la sortie va nous permettre de créer un fichier automatiquement. Et là, on précise soit au bout d'un certain nombre de paquets qui ont été récupérés, soit après que le fichier fasse telle taille. Donc là, on a kilo-octets, mais on peut le changer en mégas ou en gigas. Donc si je fais 1 méga, bah, à chaque fois que ça va faire 1 méga la capture,
il va recréer un nouveau fichier. Donc ça fait que ça peut être beaucoup plus léger pour interagir dessus après pour l'analyse. Après tant de secondes, ça peut faire des comparaisons pour voir s'il y a beaucoup d'attaques par seconde et qu'on fait des manipulations, voir si du coup le nombre de paquets à la seconde a été réduit. Et donc pareil, là on adapte le temps qu'on veut, ou quand le temps est un multiple de x. Donc là, là par exemple, si je coche ici, bah, toutes les 1 heure, il va me faire un nouveau fichier. Donc là, par exemple, je vais le mettre après 50 000 paquets. Ici, après, on peut demander il demande si on veut le compresser ou pas. Donc là, non. Et ici, c'est comment il indexe les numéros. Donc l'année, mois, jour, heure, minute, seconde. Et après, le numéro de fichier. Ou le numéro de fichier et après, année, mois, jour, heure, minute, seconde. Mais surtout, avant de quitter ce menu-là, il faut bien aller dans Parcourir. Et ici, lui donner un endroit où il va stocker les captures. Donc là, par exemple, je vais créer un nouveau fichier dans les documents. Que je vais nommer par exemple capture Wireshark. Et vous donnez un nom de base au fichier. Donc là, je vais mettre capture. Après, si c'est un élément particulier pour lequel vous allez faire la capture, bah, vous précisez éventuellement le pourquoi de la capture pour le retrouver plus facilement par rapport au reste. Donc ensuite, vous faites enregistrer. Ici, dans les options, ce qui peut être intéressant, c'est la résolution des noms réseaux. Plutôt que d'afficher une adresse IP V4 directement, il va essayer de résoudre l'adresse. Comme ça peut permettre d'identifier plus facilement la source ou la destination d'un paquet. Et éventuellement, il peut tenter de résoudre le nom de port. Donc, par exemple, s'il voit du 22, il va mettre SSH comme information pour le port. Mais ça, c'est un peu moins obligatoire. Et après, ici, on peut dire que on va arrêter la capture quand il a fait 10 fichiers, par exemple. Une fois qu'il a fait 10 fichiers différents de la même capture, bon, il arrête automatiquement la capture. Donc ça, c'est si on veut prévoir d'arrêter et qu'on veut cibler un créneau particulier. Donc là, du coup, on revient à l'entrée. On choisit l'adresse qu'on veut analyser. Donc là, je vais prendre mon NAT. Et on fait tout simplement démarrer ici, en bas. Donc là, bah, il demande à ce que ça soit en host only, enfin en admin. Et là, vous allez voir que vous voyez déjà plein d'informations qui passent. Et qui défilent automatiquement. Donc là, je suis remonté un peu pour arrêter que ça bouge, un minimum le temps d'analyser. Donc par exemple, là, vous voyez qu'on a plusieurs colonnes, dont la colonne source, c'est-à-dire d'où. Oui. C'est parce que quand tu as été dans le répertoire capture, enfin le répertoire que tu as créé, tu n'as pas donné de nom au fichier.
T'as pas coché après. T'as changé le nombre de paquets, mais t'as pas coché la case. Du coup, tu demandais d'avoir une limite, mais tu ne précisais pas la limite. Donc là, par exemple, si on prend ça, là, on s'aperçoit qu'il y a des échanges qui viennent de la machine 2021 à destination de la machine 20.10 qu'il a analysé. Donc ça passe pas directement par la carte réseau qu'on a désignée, puisque notre adresse c'est 20.1. Mais comme on a activé la promiscuité, du coup, il voit les informations qui passent à côté. Et donc là, bah, du coup, si on regarde à côté, on voit que c'est un échange avec Zabbix. Il a même d'ailleurs déjà analysé, il a vu que le protocole c'était Zabbix. Donc le Zabbix, lui, qui va passer sur le 1050. Et en dessous, vous voyez qu'il y a tous les éléments ici, c'est ce qu'on appelle en hexadécimal. Pour voir c'est comme ça qu'est codé plus ou moins le fichier. Et qui donne des informations décodées à côté. Mais ce qui va nous intéresser à la limite plus que cette partie-là, nous en tout cas après ça peut servir pour d'autres choses. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le détail de la trame. Pour voir qu'est-ce que ça contient un petit peu plus en détail. Donc par exemple ici, on retrouve que ça vient de VMware avec cette fin d'adresse MAC. Et ici, on retrouve l'adresse MAC complète de la source, donc c'est-à-dire l'émetteur. Et à côté, on retrouve du coup l'adresse MAC de destination. Parce que du coup, il passe d'abord par la couche 2 qui traite les adresses MAC avant de lire la couche 3 qui va gérer justement les adresses IP directement. Et du coup, on la retrouve en dessous, l'adresse IP, avec l'IP de source et l'IP de destination. Et un peu plus bas, la ligne d'après, on trouve le port par lequel est passée la source. Donc là, il l'a randomisé par le 38 896. Mais par contre, l'arrivée se fait bien par le port 10 050, qui est bien le port qu'on avait déterminé pour Zabbix. Donc potentiellement, si vous avez l'impression que tout fonctionne bien, que vous avez bien tout réglé Zabbix ou quelque chose et qu'il n'y a pas de transfert, bah peut-être que justement le Wireshark, qu'en essayant après de filtrer avec le port 1050 ou le port attribué, bah on va voir si ça passe réellement ou s'il ne se retrouve pas bloqué et qu'il n'arrive pas à trouver ou qu'il n'essaye pas d'aller à la mauvaise destination. Et si on veut aller plus loin, si on clique sur les petits chevrons, on peut avoir une autre présentation avec un peu plus de détails de header de trame. Après, bon, là, c'est pas forcément le plus lisible, on rejettera un œil directement avec un échange de trame dans Packet Tracer. C'est un petit peu plus clair et c'est ce genre de présentation qui est souvent utilisé dans les tutos internet de recherche de trame. Et également dans le CCNA normalement, puisque le CCNA utilise Cisco. Donc il y aura la présentation de plus du Packet Tracer. Donc on ira jeter un œil pour vraiment le voir un peu qu'est-ce qui se trouve dans une en-tête de trame et de paquet. Parce que là on le trouve aussi, mais c'est un peu moins clair, mais on retrouve par contre quand même tous les détails
le time to live, c'est-à-dire le nombre de sauts, les adresses, s'il y avait eu si ça avait été enregistré dans des DNS, bah, il n'aurait pas mis 20.21 et 20.10. Il aurait mis les vrais noms des machines comme enregistrées. Là, ici, bah, il vous permet de voir également qu'il a bien essayé de faire une requête passive et non pas une requête active. Il vous le précise directement dans le détail de la trame, enfin dans les infos. Donc ça permet de voir les réseaux qui passent. Après ici, par exemple, on voit les échanges en TCP. Donc c'est quand même du Zabbix, mais là, il ne l'avait pas interprété de la même façon. Alors qu'on voit bien qu'il va bien vers le port 1050. Donc comme ça permet de suivre un peu les ports qui passent à côté. Même si ça passe pas directement dedans, ça passe à côté. Après, du coup, bah là, ici, on voit par contre là qu'on retrouve notre adresse, celle qu'on a de la carte qu'on a choisie, la 20.1. Donc là, on sait que du coup, on est vraiment passé, les données sont vraiment passées à travers ça. Et, ouais, ouais. Il te met machine ou le nom de la machine. Donc c'est qu'il a. Qu'est-ce que tu me fais toi? Je t'ai pas demandé, je t'ai pas parlé. Tu t'appelles pas machine. Non, c'est Siri qui se réveille. Euh, donc ça, c'est qu'il a dû arriver à le détecter à un moment dans un DNS. C'est pas tes machines Windows Server, non? Ouais. Bah en fait, si tu cliques après justement sur celle où tu as les machines, tu vas avoir le détail à côté. Tu vas avoir le nom de la machine et le détail de l'adresse IP, normalement, dans la partie en bas. C'est pareil pour l'autre, si tu décales un peu, tu auras l'adresse IP de l'autre machine. Donc ça permet donc là, du coup, il a repéré tes machines par rapport au DNS. Donc c'est pour ça il a pu les nommer directement au lieu de mettre l'adresse. Par contre, dans l'header, dans l'entête, lui, il connaît aussi l'adresse IP qui va avec. Donc vous pouvez avoir plus de détails effectivement en regardant cette partie-là du réseau. Et ici, par exemple, on voit que bah, du coup, il y a de la source du 2021, il a fait une requête sur le port 80. Donc du coup, ça permet de repérer différents éléments comme ça et de voir s'il n'y a pas des adresses qui sembleraient étranges. Donc là, du coup, bah, là, on voit qu'il est en train de continuer. Là, on est à 13 000 paquets. Donc sachant qu'un paquet, c'est une ligne. Donc du coup, ça fait quand même pas mal. Donc faut quand même arriver à pouvoir filtrer un minimum les choses, hein. Parce que sinon, voilà, par exemple, on voit que là, il a interrogé Microtel RF, donc il a bien interrogé ma machine où il y avait le DNS, et là, il avait réussi à l'interpréter le nom. Donc du coup, ça, effectivement, c'est vraiment la base, on va dire un peu brutale, où on a vraiment tous les paquets alignés les uns aux autres. Et encore, normalement, il y a un filtre qui est déjà un filtre de base. Ce filtre de base, on peut le retrouver dans capture et filtre de capture. Et donc tout ça, c'est des filtres qu'il a déjà appliqués pour éliminer certains éléments.
Donc par exemple, note ARP, c'est-à-dire qu'il a éliminé toutes les trames de requêtes ARP. Donc est-ce que vous vous souvenez ou pas à quoi servent les requêtes ARP? Une table ARP, qu'est-ce qu'elle contient? C'est pas exactement par rapport au DHCP, ça. Non. Hein? Pas exactement les IP connus. Il y a les adresses IP, oui, mais qui sont mis en relation avec quelque chose d'autre. C'est ça. C'est la table qui fait la table ARP, c'est ce qui fait la relation entre les adresses IP et les adresses MAC. Pour justement les routeurs, les switches, le switch, du coup, il lit la table ARP et il sait que telle adresse MAC, c'est telle adresse IP. Parce que lui, il ne faut pas oublier que le switch, si c'est un niveau 2, il ne gère pas les adresses IP. Lui, il va lire les adresses MAC. Donc, il va savoir quand même que telle adresse MAC, c'est telle adresse IP pour certains contrôles quand même. Et ça, vous pouvez le trouver directement à partir de Windows. Vous faites dans le CMD ARP-A. Et ça va vous afficher par réseau la liste des adresses IP connues avec leur adresse MAC. Donc des fois, cette table-là peut vous permettre d'essayer de repérer une adresse que vous voulez bloquer, parce que vous avez justement vu qu'elle essaye de faire pas mal de choses sur votre réseau avec Wireshark et que ça vous étonne. Bah, du coup, vous pouvez retrouver l'adresse MAC de cette machine-là avec l'ARP. En même temps, même avec Wireshark, du coup, le Wireshark vous donne directement l'adresse MAC aussi. Et après, pour pouvoir bloquer cette adresse MAC au niveau de votre routeur, par exemple, ou de votre switch. Donc, du coup, après, si vous la bloquez, bah, cette machine-là ne pourra plus accéder au switch, donc elle ne pourra plus accéder à votre réseau, ou elle ne pourra plus se connecter à votre réseau Wi-Fi, par exemple. Si, je sais pas, vous avez un voisin que vous suspectez d'avoir plus ou moins piraté votre réseau et d'être connecté à votre réseau, bah, du coup, si vous repérez l'adresse qui est étrange et vous la bloquez dans la box, il ne pourra plus accéder. Bon, si après vous aviez quelqu'un qui est un invité ou je sais pas, un neveu, une nièce et tout qui dit qu'il commence à râler parce que ça marche plus son internet, bon, bah, vous saurez que c'était pas un intrus. Oui, il y a ça aussi. Mais après, s'il s'est connecté par le Wi-Fi, comment il avait récupéré la clé aussi? Donc, sachant que bon, normalement, si vous êtes au WPA2 et tout, normalement, c'est compliqué. À moins que tu vas peut-être me reprendre, je suis pas sûr que ça soit non plus impossible ou pas à récupérer une clé WPA2. Hmm. Ouais, ah, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis que là, pour le coup, de changer la clé Wi-Fi, ça peut, si ça a vraiment été récupéré comme ça va pas forcément. Hmm. Ouais, mais bon, voilà. C'est pour montrer en tout cas qu'on peut récupérer avec la RP, on peut assez facilement récupérer des adresses MAC et éventuellement faire du filtre. De toute façon, on le verra avec un moment avec les routeurs sans fil avant le stage, à un moment où on les fera et on verra où ça se trouve dans les routeurs sans fil. N'importe quel routeur, même basique, c'est une option de base, le filtrage d'accès par MAC. Et donc du coup, bah, là, vous pouvez trouver toutes les adresses MAC, si elles sont statiques, dynamiques, par réseau. Donc c'est ça. Et donc là, du coup, avec le filtre, bah, déjà, il nous affiche pas les trames qui sont en ARP.
mais on peut très bien essayer de le retirer. Et à ce moment-là, on va voir que le nombre de trames va augmenter, puisque du coup, il va récupérer toutes les demandes ARP, comme on est en mode promiscuité, bah, il va récupérer toutes les demandes ARP qui vont passer à côté de lui. Donc ça va vraiment augmenter les éléments. Et après, bah, on peut rajouter nous-mêmes des filtres également, si on souhaite. Si on prend, comment ils avaient appelé ça, TCP or UDP or 443. Et ici, là, bah, je reprends leur même truc. Port 443. Donc là, du coup, il va filtrer aussi déjà les ports 443. Voilà. Bon, qu'à ça, c'est bien, on a déjà des filtres, ça fait déjà un petit peu de tri. Mais maintenant, on va dire qu'on veut observer des éléments liés à une certaine adresse IP. Par exemple, on a trouvé une adresse IP qui semble bizarre. On veut voir tout ce qui concerne cette adresse. Hein. Donc là, je ne sais pas si je vais en avoir une qui traîne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller sur, une des machines virtuelles. Je vais aller sur Internet parce que du coup, comme je suis en NAT, ça va forcément passer par la carte que je surveille, puisque la carte que je surveille, c'est ce qui est entre la machine physique et le NAT. Alors tiens, je vais faire une recherche speed test, je vais cliquer sur une pub. Je vais accepter les éléments, voilà, c'est pour faire un peu de trafic. Et maintenant, si je retourne en Wireshark, et je retourne vers le début ici, là. Voilà. Ah, pourquoi tu m'as mis en rouge? Là, du coup, il y a du trafic, donc du coup, ouais, mais c'est surtout que là, du coup, il a fait plusieurs fichiers parce que ça, par rapport au nombre de trames que j'avais demandé, ça a explosé le nombre de trames, donc... mais voilà, par exemple, ici, je vois que j'ai une adresse reverse.as 200 780 et tout. Bah, du coup, je sais pas trop ce que c'est. Et je vois que l'adresse c'est 45 85 134 186. Donc maintenant, admettons que je veuille filtrer pour montrer que les éléments qui sont liés à cette adresse IP. Parce que du coup, elle me paraît bizarre et je veux savoir si c'est toujours les mêmes choses qu'elle a fait ou si elle a fait autre chose. Donc là, ici, je vais dans la barre de filtre, en haut, et je fais IP. Là, je vais prendre l'exemple, IP adresse, IP ADDR, et ici, je vais mettre l'adresse que je veux surveiller. Donc 45 85 134 186. Et j'appuie sur Entrée. Et donc là, du coup, je vais n'avoir que les éléments qui prennent en compte l'adresse que j'ai donnée. Donc comme ça me permet d'analyser un peu plus facilement et de voir à quel moment elle est arrivée, à partir de quelle machine. Hein. Donc là, bon, on voit par exemple, à chaque fois, ça vise le port 80-80. Donc on voit que c'est le port lié à Internet. Puisque en général, le 80-80, c'est un deuxième port d'écoute plutôt que d'écouter le port 80 classique. Souvent, c'est écouté sur le port 80-80. Donc bon, là, étant donné, vu ce que j'ai fait, on peut se douter que ça va être du coup, vu le nombre de trames,
ça va être les échanges avec le speed test. Puisque c'est quand j'ai lancé le speed test qu'il a explosé le nombre de trames. Donc on peut là on peut en déduire ça. Mais voilà, si on voit une adresse qui nous paraît étrange, et bah du coup on peut la surveiller comme ça. Et là on va trouver tous ces éléments là. Et là par exemple on voit à la fin qu'il en a mis en gris où il y a marqué fin. Ça veut dire qu'il a clos la connexion avec cette adresse là. Là il y avait des échanges, donc tant qu'il y avait des échanges, bah, ça continuait. Mais comme là, bah, il était arrivé à la fin de son échange, il avait fini de télécharger le fichier ou de faire ce qu'il avait à faire. Du coup, il a quitté il a bien déconnecté. Donc, on sait que là, normalement, quand il y a ce message-là, c'est plus cette trame-là et cette adresse-là est plus censée être en écoute. Parce que là, du coup, ça colle au moment où où il avait fini. Et donc après, bah, si c'est une adresse de son réseau qu'on veut surveiller, si je mets 20.11, bah, du coup, je vais pouvoir voir les éléments qui circulent par rapport à ça. Et par exemple, ici, j'ai la ligne protocole. On voit que du coup, bah, on voit les échanges LDAP qu'il a fait pour faire se connecter ou vérifier des connexions dans la base de données de l'AD, puisque la base de données passe par le LDAP. Et là, il est où le port? Voilà. Et là, du coup, bah, LDAP, vous voyez que ça colle par rapport à ce que je vous disais. Le LDAP utilise bien le port 389 pour travailler. Donc ça vous permet aussi de retrouver des numéros de protocole en regardant l'élément et en regardant plus en détail l'header, l'entête de la trame. Donc là on voit qu'il a fait quelques échanges avec le LDAP pour vérifier des éléments. Et ici on a ici bah, il vous met en toutes lettres ce que signifie le LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. Et là ici on trouve des détails. Ils sont marqués où les détails? Donc là, bah, on voit qu'il a essayé d'analyser le DNS de torsi.microtel.rf. Donc c'est bien notre serveur où il s'est connecté. Il essaye de faire des échanges. Après, on peut voir qu'il a essayé là de se connecter à un truc d'Azure, à une application de Microsoft Azure. Donc là, bah, c'est à surveiller si c'est normal ou pas qu'il essaye de se connecter à cette application ou pas. Parce que normalement, Azure, j'ai rien configuré dessus, par exemple, sur cette machine-là. Donc, c'est pas forcément normal qu'il le fasse. Mais a priori, il y a quand même quelque chose qui se passe parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments avec Azure qui sont en train de se faire. Hein? Par exemple, ça peut permettre de voir un truc qui serait étrange quand même. Hein? Parce que là, plus de détails. Après, du coup, une fois qu'on a récupéré cette adresse-là, on peut essayer d'aller sur Internet pour voir à quoi ça pourrait correspondre à l'élément là.
Si je copie, copie la valeur, ensuite je vais sur Internet. Non, peut-être pas comme ça, c'est pas ça que je voulais. Mais apparemment, là, il y a... Donc ça correspond bien a priori à Microsoft Azure. Mais apparemment, elle ressort assez régulièrement chez les gens, cette adresse-là. Et donc du coup, bah, comme ça, sur Internet, après on récupère l'adresse, on peut voir, essayer de chercher un peu plus en détail à quoi ça correspond. Donc c'est une adresse IP de chez Microsoft, on voit son adresse réseau, la base de réseau et tout. Donc ça permet effectivement de vérifier si ça semble vraiment être une adresse qui vient bien de chez Microsoft. Mais on voit aussi qu'il y en a qui l'ont plus ou moins banni parce que c'était pas trop sûr de ce qu'elle faisait. Là, apparemment, à un moment, pfSense qu'il avait essayé de qu'il avait détecté comme suspicieux, a priori, à un moment, il y a 2 jours. Donc ça doit être une adresse qui sert à faire des vérifications, mais lesquelles? Donc par exemple, si après justement avec notre pare-feu, bah, du coup si on a détecté cette adresse-là, bah, on peut très bien rajouter une règle de pare-feu pour la bloquer en entrée et en sortie. Comme ça on est sûr que ils vont pas et on va moins avoir de données qui vont se barrer n'importe où et on ne sait pas forcément quel type de données sont renvoyées. Donc il y en a pas mal qui disent que cette adresse-là, là, c'est pas forcément, ils savent pas trop ce qu'elle essaye de faire. Hmm. Ouais, ouais, mais on sait pas ce qu'il fait. Oui, ouais, mais voilà, si du coup on veut quand même limiter les trucs et tout, et que a priori ça a pas l'air, et qu'après avoir bloqué par le pare-feu, on voit que ça a pas l'air de poser de problème pour notre fonctionnement, bah autant le laisser bloquer. Si après, par contre, après l'avoir bloqué, bah, vous voyez que ça pose des problèmes ou quoi, bon bah vous le redébloquez et puis. Mais au moins voilà, comme ça on peut. Là on a vu un truc qui paraissait bizarre par rapport à cette adresse. Bah du coup après on recherche un petit peu et on voit qu'est-ce qui a posé un problème. Et donc après, bon, on peut le faire sur les différentes. Là, si maintenant je veux filtrer du coup que les éléments qui concernent mon adresse IP à moi, celle de la carte que j'ai choisie, bah, je mets 20.1 à la place. Donc comme ça, ici, les filtres que je vais avoir, c'est uniquement des filtres qui vont concerner, qui vont être passés par la carte directement. C'est pour ça que la couleur déjà est différente dans son application. C'est pas du gris comme il y avait tout à l'heure, du gris blanc. Là, c'est en vert parce que ça concerne plus la carte par laquelle on est et qu'on surveille directement. Donc là, c'était un filtrage par rapport à une adresse IP. On peut faire aussi, par exemple, end TCP égal non,
C'est pas end? Hein? Ah oui, oui. Dans le TCP, c'est autre chose. Voilà, par exemple, si je mets ça, IP adresse égale 192.168.20.1, end tcp.port égale 80. Donc, il va m'afficher que les trames qui passent par cette adresse-là, enfin, qui viennent ou qui sont reçues par cette adresse IP et qui sont par le port 80. Et après, on peut adapter le port. Si jamais on met 443 pour voir les trames en HTTPS, et du coup, on va voir on va avoir des échanges qui seraient en HTTPS. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas, ce qui est un peu étrange. Voilà, j'ai cliqué sur 2-3 pages. J'aimerais bien avoir un peu de truc en HTTPS qui est passé là. Non. Bizarre. Donc là, bien le ZABX, mais c'est bizarre qu'il n'ait pas percuté, mais est-ce qu'il tourne encore? Ouais, pourtant il tourne encore. Si j'enlève le filtre. Ah non, parce que du coup, c'est le 20.10 directement. C'est pas la 20.1 qui fait la requête. Et là, du coup, il passe à travers en plus ou moins comme si elle n'existait pas. C'est pour ça on n'a pas vu les éléments. Mais du coup, je vais le rechanger. Je vais faire ip.addr. Sauf que je vais mettre 20.10 à la place de 20.1 en gardant le 443. Donc là, du coup, on voit bien les différents sites par lesquels je suis passé. Et on voit bien que c'est bien les trames qui concernent de l'HTTPS qui ont été filtrées. Et on voit du coup les différentes sources. On voit la vérification de consentement de Google. On voit qu'il y a plus ou moins le Play Store qui a essayé de se ramener aussi à un endroit alors qu'on n'a pas cliqué du tout sur le Play Store. On retrouve bien les trucs de data.gouv.fr parce que c'est un site du gouvernement qu'on a vu. Donc on voit bien les échanges. Et c'est que des échanges du coup qui sont en 443. Si par exemple on avait du SSH qu'on voulait surveiller, on mettrait une adresse avec le port 22 pour le SSH. On adapte en fonction du port qu'on veut surveiller. Là, par exemple, je mets 389. Il va voir toutes les requêtes en LDAP qui sont passées. Donc potentiellement, s'il n'y a pas trop d'éléments qui passent, ça va. Si après, vous voyez que normalement, vous n'avez pas grand monde sur votre serveur LDAP ou votre serveur AD, et vous voyez qu'il y a beaucoup de demandes qui viennent du même point, ça peut être quelqu'un qui essaye du coup potentiellement de faire du brute force pour le mot de passe. Donc du coup, il fait beaucoup de tentatives de connexion. Et si du coup, vous n'avez pas mis de blocage
de blocage de tentative de connexion au bout de 5 essais, par exemple, bah, du coup, le gars, il va pouvoir continuer. Mais du coup, avec l'analyse, bah, vous pouvez voir que, il y a quelqu'un qui a essayé d'attaquer, et potentiellement, vous pouvez tenter de savoir, de quelle machine c'était et de voir à partir de quel compte il a essayé de faire les connexions. Pour du coup, bah, changer le mot de passe ou bloquer temporairement ce compte-là parce qu'il serait a priori, compromis. Donc voilà, après du coup, bah, les filtres, en fait, vous pouvez, vraiment, tout filtrer. Donc si vous commencez par TCP, bah, voyez toutes les options que vous pouvez filtrer, avec le TCP. Après, il faut trouver les bonnes options. Après, si vous faites UDP, c'est pareil, vous aurez des éléments. Si vous faites IP, bah, vous aurez aussi d'autres options de filtres que vous pouvez utiliser. Je sais plus, VLAN, vous pouvez aussi filtrer par VLAN s'il y a différents VLAN qui passent au même point ou autour de la carte il y a plusieurs VLAN, bah, du coup vous pouvez faire aussi des filtres par rapport au VLAN. Donc vous pouvez vraiment filtrer comme bon l'ensemble. C'est pour ça qu'on va rester comme nous plutôt sur du filtrage par port, par source, par IP et tout, par protocole éventuellement. Mais si vous allez par exemple dans l'analyse, bah, vous pouvez utiliser une sélection que vous avez faite pour en faire un filtre directement. Vous pouvez voir les protocoles activés. Donc ici, là, c'est la liste de tous les protocoles qu'il est capable d'arriver à reconnaître. Donc vous voyez qu'il y en a un paquet, même des trucs qui sont anciens. Parce que AIM, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore forcément beaucoup de passages avec ce protocole. Mais bon, ils l'ont laissé quand même, hein. Donc voilà, vous avez toute la liste et vous voyez qu'elle est assez énorme. Donc si vous voulez faire filtrer que sur certains trucs ou quoi, vous pouvez activer que certains de ces protocoles-là pour faire des filtres rapidement. Vous pouvez avoir des statistiques sur la capture, par exemple adresse résolue. Vous pouvez voir les différentes adresses qui ont été résolues par rapport à l'adresse IP et voir laquelle adresse ça correspond. Les ports, bon, on n'avait pas demandé de résoudre les ports. Vous voyez que là, on n'a pas utilisé beaucoup Internet, mais il a déjà analysé quand même pas mal d'adresses. Qu'est-ce qu'on a dans les statistiques? Longueur du paquet, les informations par rapport au DHCP, s'il y a des informations de DHCP qui sont passées. Donc là, bah, comme on n'a pas fait de DHCP qui sont passés à côté, bah, du coup, il n'a rien repéré. Mais il y aurait une demande de DHCP qui aurait été faite sur le réseau qu'on surveille et tout. Bah, il aurait détecté le nombre des 4 étapes, bah, il les aurait repérées. Le nombre d'adresses IP données, il les aurait repérées. Donc on peut vraiment aller avec les statistiques très loin, le nombre de paquets en HTTP, en HTTPS, les statistiques d'IPv4 qu'il a vu passer, le nombre de paquets concernés par telle ou telle adresse. Bon, donc là, par exemple, on voit que ceux qui ont le plus de paquets, bah, ça correspond bien à nos machines de notre réseau. Donc ça va, c'est logique. Mais si vous voyez que le plus grand paquet avec lequel vous avez, c'est pas une machine de votre réseau, bah, c'est peut-être là, il y a un truc qui peut être étrange, par exemple. Donc c'est pour ça que les statistiques, on peut avoir des choses intéressantes dedans.
Et après, bah là, il y a peut-être des trucs qui vont peut-être te parler un peu plus, Stéphane, éventuellement dans les protocoles. Là, on peut filtrer tous les protocoles de téléphonie qui existent. Bah, sauf qu'elle devait filtrer juste les trucs de téléphonie, je pense. Mais du coup, bah là, c'est tous les protocoles de téléphonie qui s'y reconnaître, même si nous, le plus qu'on va utiliser, c'est le SIP. Mais logiquement, si on fait un appel de la machine 20.10 vers le serveur 3CX qui tourne sur le FreePBX qui tourne sur le serveur, bah, normalement, on va avoir des trames SIP passées avec le flux, les statistiques et tout ça. Et après, bah, il y a des outils pour le Bluetooth et pour le Wi-Fi également. Et après, donc là, bah, je vais l'arrêter. Si je retourne au niveau des interfaces, si je retourne du coup au niveau des interfaces, options, donc il y a le Wi-Fi, et ici, vous voyez qu'il y a aussi SSH Remote Capture. Donc si on connaît la connexion SSH d'une machine, à distance, on peut capturer via le SSH ce qui se passe sur cette machine-là. Donc si on veut, on a mis en place un serveur qu'on veut analyser, que tout se passe bien et tout, bah, on peut, plutôt que de lancer le Wireshark directement à partir de cette machine-là, on va le lancer à partir d'une autre machine en se connectant au SSH et on va du coup récupérer tout le flux réseau ou le flux filtré de réseau qu'on a demandé. Donc ça peut surveiller éventuellement à distance, du coup comme ça, des machines pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de tentative d'intrusion ou qu'il n'y ait pas d'éléments étranges qui se passent. Donc c'est pour montrer qu'on peut capturer des choses pas forcément directement sur la machine, même à distance. On est capable de le faire. Et après, bah, j'ai pas essayé, je l'ai pas tenté, mais on peut logiquement aussi capturer du Cisco. Mais ce qu'il y a, c'est que là, pour l'instant, j'ai pas jamais testé de configurer le SSH sur le routeur. Mais logiquement, pareil, du coup, on peut même se connecter en SSH un switch ou un routeur Cisco pour vérifier les données qui passent et être sûr qu'il n'y ait pas des tentatives d'intrusion ou d'éléments bizarres qui se passent. Donc voilà, là c'était pour montrer les bases. Je vous laisserai manipuler un petit peu lundi, sachant que du coup il y a un document déjà dans le drive sur les bases avec quelques exemples de comment filtrer par rapport à pour pouvoir après appliquer des filtres comme on le souhaite.